Cosa Vostra. Le seed, c'est ce qu'on appelle l'amorçage, donc traduit de l'amorçage, du financement d'amorçage pour dire c'est vraiment financer les premiers pas d'une entreprise, donc son activité, le développement de ses biens, ses services pour accéder à son marché. Donc c'est vraiment l'accès au marché et ses premiers clients. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Plus près que jamais. Plus près que jamais, c'est comme ça qu'on aura commenté cet épisode. Salut Adrien, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ouais, très bien. Écoute, je suis ravi de te recevoir. On était en train de se demander quand est-ce qu'on s'était vu ou en tout cas depuis quand on se connaissait. Attends, je bouge un peu ma caméra là, hop, parce que j'ai l'autre caméra tu vois dans le. Alors je couperai pas ça, hein, pardon, mais que tu le saches, hein, mais dans le champ, mais bon, c'est pas grave. On va parler de la guerre du CID aujourd'hui, ça te va ? Ça me va. Ça pourrait être le titre de cet épisode, la guerre du CID. Carrément. Alors c'est marrant parce que le CID et la guerre, ça va pas ensemble si tu prends les racines de ces trucs-là, quoi, parce que justement il y a pas trop de racines dans des CID. Hein. Ouais. Putain, je suis fort en jeu de mots là. Je suis très fatigué. On enchaîne. On enchaîne, on est prêt. Non, ce que je voudrais comprendre, repositionner un peu les bases du CID. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a plus ? Est-ce qu'il y en a moins ? J'ai un indice en bas de ton écran. Non, quels sont les risques aussi sur une période peut-être plus difficile qu'on est en train d'entamer là ? Qu'est-ce qu'un CID ? Qu'est-ce qu'un pré-CID ? Qui rentre là-dedans ? Comment je peux y rentrer ? À partir de combien ? Toutes les bases techniques et puis aussi les évolutions. Parce que en fait, il y a quelques années, on parlait que de SaaS B2B, donc du software as a service dans un univers de plateformes professionnelles, je sais pas, comme un Dropbox ou comme des abonnements que tu vas avoir à des tas de boîtes, donc potentiellement chères, même des Salesforce ou des choses comme ça c'est génial. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça évolue quand même assez vite. Ouais. On parle de health tech, on parle de prop tech, on parle de d'insurtech, on parle de pas que de tech, mais pas que de tech, tu vois, tu vas me dire aussi. Et j'aimerais justement un peu voir où on est. Toi, avec Eldorado, t'es un peu au cœur du réacteur. En plus, parce que vous êtes, tu me disais 25 personnes à la station F, donc vraiment doublement cœur du réacteur, mais puisque tu fais pas que de la tech, il y a pas que ce réacteur-là. Ça te va un peu comme programme ? Ouais, on a quoi, 8 heures alors ? Bah non, on est sur la Martingale. La Martingale, j'ai 1 heure max, donc il va falloir on va être bon, ouais. On va vulgariser ça au mieux. Rapidement avant pour comprendre pourquoi t'es légitime là-dedans, Adrien. Qu'est-ce que tu fais avec Eldorado ? Eh ben écoute, c'est pas trop à moi de le dire, mais on va dire que on est légitime dans le sens où justement, comme tu le dis, on est au cœur du réacteur. Nous, on est une plateforme qui met en relation les entrepreneurs avec toutes les sources de financement. Dans les sources de financement, il y a évidemment les investisseurs, puisque l'écosystème et les startups se sont principalement créés et fondés grâce à l'argent des capitaux privés. Et du coup, on est depuis 5 ans, on crée et on aide à financer plus de 4000 entreprises par an à travers différents dispositifs de financement, que ce soit public, privé et levée de fonds. Donc, on voit beaucoup d'entreprises. Donc, je suis entrepreneur. D'une part, je cherche à financer mon entreprise, à lever de l'argent, mais pas que. Ouais. Il y a de la dette potentiellement, à emprunter de l'argent ou à voilà. Là, je vais m'inscrire sur eldorado.co. Ouais, exactement. Et puis, tu vas me proposer plein de trucs. Exactement. Je vais avoir quelqu'un qui va m'appeler, tout automatisé. Alors, un mix des deux. Tout simplement, en fait, on va te mettre en relation tout ce qui peut mettre en 1 euro dans ta boîte. Généralement, pour les boîtes qui cherchent entre 10 000 € et 5 millions d'euros, c'est vraiment, quand tu parlais de la guerre du CID, pré-CID, c'est vraiment dans ce scope-là qu'on se constitue. Et on va t'aider d'abord, grâce à une plateforme avec des algorithmes, à te faire matcher les meilleures sources de financement adaptées pour toi. Donc BPI, région, les concours, les banques, mais aussi du coup les business angels, les fonds, les family office, vraiment tout ce qui peut mettre 1 euro dans une boîte. On a une énorme base de données de plus de 10 000 sources de financement qu'on met à jour régulièrement, etc. Et ensuite, en fonction de ton stade de maturité, tes avancements, on a plusieurs services pour t'aider à obtenir au mieux les financements. En particulier dans une période aujourd'hui où on a l'impression que le financement des investisseurs se rétracte un petit peu depuis 1 mois et demi.
Alors, si je retourne ma casquette et que je mets celle d'investisseur, je peux, à partir de, je sais pas moi, j'ai 500 € à investir ou 2 millions, je peux venir sur Eldorado ou il y a des prérequis? Alors, il y a des prérequis, effectivement. Donc, comme tu le dis, c'est une marketplace, Eldorado. Donc, il y a d'un côté les porteurs de projets et de l'autre les financeurs. Dans les financeurs, il y a les investisseurs. Mais nous, on adresse que les financeurs professionnels, les investisseurs dits professionnels. C'est-à-dire qu'il faut alors un minimum d'investissement de 10 000 € par an. Nous, on fixe ce cap-là. L'AMF, eux, disent 30 000 € pour un investisseur averti ou professionnel. Nous, on dit 10 000 € et un engagement de participer dans l'activité de l'entreprise en tant qu'investisseur, du coup, associé à l'entreprise. Ça, c'est un peu le seuil psychologique. Donc et 10 000 €, ça peut qu'on- être plusieurs investissements. Je peux en faire 10 fois 1000. Alors non, c'est un investissement de 10 000 €. C'est Ok. ça. Ça, c'est vraiment le seuil qu'on se situe. Par contre, on référence sur notre plateforme toutes les plateformes qu'on appelle de crowdfunding, donc de financement participatif, qui visent à justement ce que peut faire monsieur, madame Michu, investir 500 €, 200 € dans un projet entrepreneurial, Donc, innovant ou non. WeSeed, Anaxago, Baltis, consorts, tous ceux-là qui Exactement. vont éventuellement te permettre de rentrer des quelques centaines d'euros Exactement. sur des deals comme ça. Voilà. Ok, très bien. Tu n'es pas exclusif, Non. tu es inclusif. On est partageurs. Et le modèle, juste pour comprendre, d'Eldorado. Alors, c'est 2 premiums. Un premium pour les entrepreneurs, un premium pour les investisseurs. Donc, il y a un certain nombre de services qui sont gratuits. Le mot premium. Ouais. Commission, ça marche aussi. Non, Ça marche aussi. Voilà. Non, c'est freemium qui devient premium avec Non, accès à un certain nombre de services Ouais. des deux côtés. Et ensuite, on prend un pourcentage de l'argent trouvé, de l'argent qui circule entre ces deux populations, Ok. qui est très très faible par rapport à des brokers ou des leveurs de fonds qui peuvent exister. De quel ordre? Entre 0,5 et 2,5%. Ok. En gros. Donc beaucoup de deals, beaucoup de choses qui se passent chez vous. Je reviens sur la guerre du seed. Donc qu'est-ce que c'est qu'un seed en 2022? Eh ben écoute, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que on a le seed, c'est ce qu'on appelle l'amorçage, donc Ouais. un terme qui vient des États-Unis, de ce fabuleux écosystème où il y a un énorme anglicisme, enfin beaucoup d'anglicisme. Donc c'est l'amorçage, donc comme son nom l'indique, c'est Une vraiment graine en anglais. voilà, une le seed. seed aussi, Ouais. ouais, le seed c'est la graine. Traduit de l'amorçage, du financement d'amorçage pour dire, c'est vraiment financer les premiers pas d'une entreprise, donc son activité, le développement de ses biens, ses services pour accéder à son marché. Donc c'est vraiment l'accès au marché et ses premiers clients. Donc ça va vraiment être l'amorçage qui veut aujourd'hui dire beaucoup de choses parce que on peut avoir des tours de seed, donc des tours de financement seed qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros quand c'est leur premier financement. Ça existe hein, notamment aux États-Unis, etc. En France aussi, on a connu des tours de seed records de 5 millions, 8 millions, C'est etc. Alors, il y a des entreprises, une entreprise que je connais bien qui s'appelle Shares, par exemple, Ouais. une fintech qui vise à démocratiser justement l'accès aux différents investissements et à partager, c'est du social investing, donc à partager entre proches son investissement. Benjamin, qui est un serial Benjamin entrepreneur, Chemelin, ouais. Benjamin Chemelin, qui est un entrepreneur récidiviste ou un serial entrepreneur, encore un anglicisme, a réuni des investisseurs avant le lancement de son entreprise, donc en pré-produit, pré-revenu, et a réuni plusieurs millions d'euros pour lancer le développement de son entreprise. J'ai l'impression qu'il y a un peu un game là-dessus. C'est celui qui va lever le plus sur un PowerPoint. Donc c'est un peu comme ça. Ouais, Un deck. sur un deck, donc sur une présentation. Et je crois que c'est, je sais pas si on peut le dire, Maki, tu les connais, Maxime Legardès peut-être, voilà, qui était passé sur mon podcast Génération Do It Yourself, quand il a lancé là-dessus, je crois qu'il a levé, mais il y avait même pas de deck, quoi. C'est un message sur WhatsApp. Oui, et puis tu as reçu aussi l'équipe de Mastéos, Mastéos, ouais. l'équipe Ouais. Sunshine, Sunrise, ouais, exactement, qui ont levé Sunday, pardon. Sunday, voilà, Sunday. on va y arriver. Ouais. Il y a tellement de noms, Ouais. mais avec Sunday qui ont levé aussi plusieurs millions d'euros avant même le développement de l'entreprise pour justement financer l'accès au marché. Alors que ce soit un jeu, ça pourrait être Non, mais malsain, quand je dis mais ouais. le jeu, c'est que un concours. c'est lever le plus avec le moins, entre guillemets. C'est-à-dire que avant, fallait un PowerPoint. Maintenant, si t'as la bonne équipe, la bonne idée et puis le bon réseau, en fait, tu vas appeler ça un pré-seed. Comme ça, tu vas dire c'est pas le seed et puis tu vas lever 12 millions en pré-seed. Tu dis, mais attends, la série A, si je lève 12 millions en pré-seed, voilà. Bon. Exactement. N'allons pas trop dans les sommes stratosphériques parce qu'on va exclure trop de monde. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est là-dessus, donc dans cet amorçage, pour ceux qui nous écoutent qu'en ont fait et pour ceux qui nous écoutent qu'en ont pas fait, comment je commence? Quels sont les risques?
qu'est-ce que je paye? On est quand même dans l'un des investissements les plus risqués, on est d'accord? Oui, complètement. Après, il doit y avoir la crypto-monnaie, quoi. Donc, Ouais. c'est une des classes d'actifs les plus risquées parce que les entreprises privées sont les entreprises les plus risquées par essence, hein, puisqu'il n'y a pas de publication de leurs chiffres, il n'y a pas de sécurité de l'investissement à travers l'AMF ou d'autres organismes de contrôle. On peut devenir associé de n'importe quelle entreprise, on peut même financer une boulangerie si on veut, etc. Donc déjà, c'est risqué par essence parce que l'activité de l'entreprise, elle dépend principalement du travail de ses fondatrices et fondateurs et du marché qu'ils adressent. Donc, Je reformule, si tu investis chez Renault, Renault peut être divisé par 3, mais il y a peu de chances, c'est possible, hein, mais que Renault dépose le bilan et que tes 1000 euros que tu as mis chez Renault deviennent 0. Voilà. Alors que en revanche, si tu investis dans la boulangerie de ton beau-frère ou dans la start-up lumineuse du cousin de la femme de ta sœur, eh bien, il est possible que 6 mois après l'investissement, tes 1000 euros deviennent 0 euros, voire probable. C'est un peu ça. Hein. Exactement. C'est ça, l'enjeu, c'est que le risque est très fort et toujours quand il y a un risque très fort, il y a un potentiel profit aussi très élevé, beaucoup plus élevé que Renault dont tu parlais, où là pareil, tu peux pas faire x1000 ou x100 en ayant même x10. Ça pourrait arriver très très virtuellement, mais je veux dire, ça c'est arrivé chez Tesla à la limite, mais bon, Tesla était plutôt quelque chose d'émergent. Ok, ouais, c'est-à-dire que l'idée c'est de dire je vais rentrer dans une société qui vaut pas très cher et il est possible qu'elle vaille très très cher. C'est même la définition de la start-up, hein, c'est l'entreprise naissante avec un fort besoin de financement qui a un très gros potentiel de croissance, bien plus gros que les autres entreprises privées ou même les autres classes d'actifs, hein, qu'en immobilier, en art ou autre. C'est vraiment une classe d'actifs qui représente un très fort risque et un très fort potentiel de revenus pour les investisseurs. Donc on parlait de seed à 5 millions, 8 millions tout à l'heure pour certaines exceptions. Mais un seed, ça peut aussi être. Alors, je reviens là-dessus volontairement à l'autre bout du scope, mais quelqu'un qui a besoin de 2-3 000 euros pour une boîte qu'on vaudrait 10 000, par exemple. Oui, ça peut être ça. C'est vraiment là, on est vraiment dans la naissance du projet. On va dire qu'un tour de table pour lancer une entreprise. On va dire assez viable pour accéder à son marché, on peut dire que le démarrage, c'est 30 000 euros. C'est d'ailleurs les sommes des subventions de démarrage que délivre l'État à travers BPI France aux startups. C'est avec ça qu'on peut déjà avoir des premiers stagiaires, alternants ou personnes qui viennent nous renforcer dans le développement de la boîte. 30 000 euros de cash dispo sur tes comptes quand tu crées ta boîte. On va dire à peu près de manière générale pour les premiers 12 mois de la boîte et pour commencer à trouver des clients. Et sur cette base-là, ensuite, il faut refinancer puisque le secteur des startups et de l'investissement est un secteur assez syndiqué, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui correspondent à chaque tour de table. Okay. Donc, ceux qui sont en seed, généralement les business angels ou les fonds d'investissement seed, donc d'amorçage. Puis ensuite, il y a des fonds de capital risque, des fonds de développement d'entreprises un peu plus élevés, et puis même des family office ou des corporates qui peuvent investir des sommes de plus en plus importantes en fonction des tours de table. Donc, ce qu'on appelle le business angel, potentiellement, on peut voir ça de loin tant qu'on l'a pas fait, mais ça peut être un peu toi et moi. C'est juste te dire, en fait, sans beaucoup d'argent, je suis prêt à me faire peut-être 2 ou 3. Alors, tu parlais par exemple sur les plateformes de crowdfunding, mais 2 ou 3 tours de seed, 2 ou 3 investissements en seed par an. À 500 euros, c'est possible, ou à beaucoup plus. Ouais, on peut devenir business angel à ces sommes-là. Alors après, dans la définition de business angel, moi je raccrochais tout à l'heure la participation qu'on veut aussi dans le projet. Si on veut investir 500 euros dans un tour de table où il y a 300 000 euros levés, on va être un parmi 500 investisseurs. Donc on va pas forcément avoir un poids dans l'organisation et la gouvernance de la société. Un business angel, à proprement parler, veut aussi participer en tant que investisseur et du coup associé à l'entreprise à son développement. Donc c'est un peu là aussi où je mets un seuil financier mais aussi un seuil psychologique, c'est-à-dire je crois en ce projet, je crois en l'équipe, j'ai envie de les aider. Alors c'est là où on appelle aussi un peu, on sent un peu ce qu'on appelle le smart money, c'est-à-dire en gros moi je peux apporter quelque chose à ce projet, je peux me rendre dispo s'il y a besoin, c'est ça, c'est l'idée. Exactement. Ouais, c'est j'ouvre mon réseau, j'aide la boîte à développer une partie de son projet parce que je connais bien ça, ou je connaissais très bien le secteur dans lequel ils évoluent parce que j'ai travaillé pendant 10, 15, 20 ans dans ce secteur, donc je vais les aider à ouvrir mon carnet d'adresses, mon réseau commercial ou de développement pour l'entreprise. Ok. Parce qu'il y a quand même aussi pas mal de gens, tu vois, parmi des gros business angels
que j'ai rencontrés, comme Pierre Kosciusko-Morizet. Alors peut-être que de temps en temps ils le disent et puis c'est pas vraiment le cas, mais qui te disent moi j'investis et puis je me mets dans le coffre, et puis si on ouvre le coffre pour me dire tiens Pierre, est-ce que tu connais quelqu'un ou est-ce que tu pourrais me donner un conseil là-dessus, je le donne, mais sinon j'emmerde personne et puis moi c'est pas mon rôle quoi. Ouais, complètement. Des investisseurs, moi que j'appelle un peu les usual suspects, comme Pierre, il y a Céline Lazorte, il y a Xavier Niel évidemment ou autres. Plusieurs personnes comme ça qui vont démocratiser de plus en plus leur activité d'investissement et qui ont du coup le temps qui se contracte, ils n'ont pas forcément énormément de temps à accorder aux entreprises. Donc c'est un juste milieu à trouver. Même un entrepreneur ou un investisseur qui a 20 ou 25 investissements, il va pas passer tous les mois au téléphone avec les 20 ou 25 entreprises dans lesquelles il a investi. Donc si je reprends, parce que j'ai pris 2 extrêmes volontairement, mais si je prends on va dire un cœur de marché du seed, c'est quelle taille et pour quelle proportion de la société? Alors, ça va être généralement les 2 ou 3 premiers tours de table. C'est une règle de 3 qui se fait, la market practice, comme on dit dans le marché. C'est entre 15 et 25% du capital qui est lâché aux investisseurs par tour de table. Donc, c'est un seuil un peu psychologique. En dessous de 15%, ça voudrait dire que la boîte est trop chère. Au-dessus, ça voudrait dire que les fondatrices et fondateurs vont se diluer trop par rapport à ce tour de table et du coup vont perdre leur capacité à refinancer l'entreprise après. Donc je reformule ce que tu dis. J'ai une société qui va valoir, alors en post-money, donc après l'investissement, par exemple, 1 million d'euros. Ouais. Et bien, si jamais la boîte a levé, mettons, 200 000 euros, il y aura 20% du capital qui appartiendra aux gens qui ont investi les 200 000 euros, aux investisseurs. Ouais, moi, je prends même l'exemple dans le sens inverse, c'est-à-dire plutôt partir de ton besoin de financement. Ouais. Tu lèves 400 000 euros. Mathématiquement, tu sais qu'à peu près le marché, c'est 20%. Alors toi, tu es un entrepreneur, tu vas vouloir lâcher le moins de billes pour le plus d'argent. En face, tu as les investisseurs qui veulent le plus d'actions contre le moins d'argent dépensé. Donc c'est de la négociation qui se fait sur ce critère de 20% environ du marché à chaque fois. Et du coup, tu fais la règle de 3 et tu fais ma valorisation, puisque c'est très artificiel sur les au moins 2 ou 3 premiers tours de table dans les startups. Cette valorisation qu'on dit, elle est très future et elle dépend de centaines, voire de milliers d'éléments qui doivent s'aligner comme des planètes pour que l'entreprise atteigne cette valeur. Donc après, l'équipe, le marché, le modèle économique, les concurrents, etc. Ok. Voilà. Exactement. Et donc là-dessus, 400 000, je suis à 2 millions de valo. Voilà, exactement. Alors donc, que delta, ça va être 1,9 million à 2,1 millions, quoi. Voilà, exactement. C'est à peu près ça. Donc ça, ça t'aide un peu à identifier les entreprises dans l'amorçage, dans le seed, par leurs besoins de financement d'abord, mais c'est aussi il y a le besoin de financement, donc environ les 2 premiers tours de table entre 100 000 et 5 millions d'euros, tu peux te situer dans le seed. Donc ça fait un éventail assez large parce que on l'a dit tout à l'heure, il y a des entreprises il y a de plus en plus de très bons dossiers et aussi, pourquoi on appelle ça la guerre du seed, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs et donc il y a de plus en plus de concurrence entre les investisseurs pour investir dans les meilleurs dossiers le plus tôt possible, donc dans le seed, dans l'amorçage. Ce qui fait que les entrepreneurs lèvent de façon beaucoup plus rapide et facilement qu'avant. Il y a 5 ou 10 ans, on parlait de Pierre ou d'autres entrepreneurs un peu emblématiques de la tech, ils peuvent nous raconter que il y a 10 ans, il n'y avait pas autant d'investisseurs qu'aujourd'hui et que du coup, on recevait des lettres d'intention d'investissement de façon beaucoup plus rare et il fallait nouer des liens un peu plus même il y a 5 ou 6 ans, je veux dire en 2017 moi on a fait des tours de table sur des super projets Voilà, aujourd'hui tu te mets working on something new sur LinkedIn, tu reçois 8 ou 10 mails dans LinkedIn d'analyse de fonds d'investissement disant qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que cette économie de l'investissement s'est très fortement développée et qu'en parallèle, il y a eu la démocratisation de l'entrepreneuriat, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de profils variés, divers et très compétents de personnes qui ont des très beaux projets à impact et en développement. Et puis beaucoup qui sont multi-entrepreneurs, qui réentreprennent, comme tu le disais tout à l'heure, finalement. Exactement. Tu parlais de Benjamin Chemla, je parlais de Maxime Le Gardez, enfin, il y en a plein des gens comme ça, donc quand ils reviennent sur le marché après avoir fait des super trucs. Complètement. C'est là que tu vois la maturité d'un écosystème, c'est le temps qui fait que les gens reviennent, ont des échecs, connaissent des succès mais des échecs, serial entrepreneur, c'est aussi des échecs et du coup apprennent pour les prochaines boîtes. Donc 100 000 à 5 millions,
Ça, c'est le seed. Avant, en fait, il peut y avoir ce qu'on appelle du love money. C'est avant le seed, ça. Oui, généralement, c'est avant le seed. Je joue seed. un peu con, hein, ouais. tu l'as remarqué. Mais... c'est avant le seed, c'est tout ce qui est friends and family, donc les amis, la famille qui vont t'aider en coup de pouce au démarrage du projet. Donc ça peut être 5, 10, 40 000 euros pour t'aider à financer ton premier tour de table. Donc c'est toujours pour 20% à peu près à chaque fois aussi. Oui, généralement, il vaut même mieux le faire de façon même encore plus basse. C'est-à-dire que ces personnes-là, généralement, elles vont pas investir pour gagner de l'argent sur toi, neveu, ami, nièce, etc., mais plus pour t'aider à démarrer. Mais si elles en gagnent, c'est fantastique. Et t'as des très très belles histoires, mais sinon c'est mieux qu'un prêt entre guillemets, puisque finalement à la fin t'as pas l'argent à rembourser, sauf si ça cartonne. Exactement. Mais il y a des belles histoires là-dedans, parce que c'est des gens qui prennent 20 000 au début et qui sortent avec 20 millions. J'aimerais bien être l'investisseur Love Money de Doctolib. Hein, moi, Docto, Alan, Conto, Malte, toutes ces boîtes-là. Ouais. Ok. Tout ça, c'est très clair. C'est vrai que, alors, c'est encore plus risqué. Hein. Toujours, plus t'es en amont, plus c'est risqué. Plus t'es en aval, moins c'est risqué. Les endroits où tu les trouves, donc évidemment, il y a chez toi, hein, Eldorado. Il y a plein de plateformes sur lesquelles, donc on a parlé, les plateformes de seed, Anaxago, WeSeed. Tu as plusieurs types de plateformes sur Internet. Alors déjà, il y a ton cercle personnel, c'est-à-dire que je pense pas qu'aujourd'hui, un Français ou une Française ne connaissent pas par ramification un entrepreneur ou une start-up, hein, même en campagne ou en province. C'est pas que parisien, la Startup Nation, comme on dit, même si c'est un peu galvaudé ce terme. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de plus en plus. Dixit, le mec qui bosse à la station. Ouais. Voilà. Tout le monde connaît une... Oui, bon, alors là, par la force des choses, j'en croise une centaine par jour. Mais non, mais ceci dit, maintenant on en parle très dans les médias, même dans le débat entre deux tours, on en parlait dans les présidentielles. Donc on connaît déjà beaucoup de startups. Donc déjà, on peut voir que cet écosystème est de plus en plus important. Ensuite, il y a comment les trouver. Internet, évidemment, les plateformes comme celles qu'on a citées, les réseaux professionnels comme LinkedIn ou autres, une fois qu'on est identifié comme potentiel investisseur, vous avez qu'à faire le jeu de mettre Business Angel sur votre profil LinkedIn. Vous allez voir que vous allez recevoir plein de demandes de startups. Ouais, ça marche. Si on met un bon secteur et qu'on est Business Angel et qu'on cherche à être visible sur cette activité qu'on veut développer, j'ai envie d'investir dans 1, 2, 3 entreprises dans un secteur où je m'en fiche du secteur, je suis agnostique et je veux voir comment c'est d'investir. Déjà, il y a ce sujet-là. Ensuite, le mieux quand on démarre quand même, c'est de le faire en équipe. Donc soit de le faire à travers des structures d'accompagnement, des associations, des accélérateurs, des incubateurs, des programmes d'accompagnement de start-up, Paris Senco, pour Paris, le réseau Entreprendre, etc. Donc participer à une dynamique entrepreneuriale et co-investir du coup, comme avec des réseaux de business angel aussi, des club deals qui peuvent être faits ou des réseaux d'anciens d'écoles, d'universités. Bon, pour les Parisiens, mais il y en a ailleurs, Paris Business Angel, et puis il y en a d'autres. Et finalement, rien ne m'empêche de moi-même monter une structure comme ça s'appelle un SPV, c'est ça? Alors, ou non, SPV c'est pour un seul investissement. Exactement. Est-ce que tu peux monter à 4, 5 si t'es pas 200? Exactement. Une boîte, c'est quoi? Tu fais une SAS? Alors t'es même pas obligé, tu peux créer juste un site internet. Tu te mets en avant avec 5-6 amis où vous voulez chacun investir 20 000 euros cette année dans 2 ou 3 projets, co-investir parce que vous êtes mieux en groupe. Vous pouvez juste créer un site internet et investir. Ensuite, chacun investit la somme qu'il veut et il est représenté individuellement dans l'entreprise. En revanche, si vous voulez investir collectivement et être représenté en collectif, là, il faut créer une structure. Donc, ça peut être une association, ça peut être une SIBA, donc une société d'investissement de business angel. C'est une sorte de SAS d'investissement. Une SAS, tout simplement, qui a comme objet social l'investissement dans les autres entreprises, ou un SPV, donc c'est un Special Purpose Vehicle, donc un véhicule d'investissement qui va réunir votre investissement pour le réunir en une seule participation dans l'entreprise que vous visez. Donc il y a un éventail assez large. Ouais, c'est pas idiot ça de faire ça à plusieurs, parce que notamment ça te permet, moi je vois, je reçois pas mal de dossiers, j'ai pas le temps en fait, j'ai pas vraiment le temps de les regarder tous, puis non seulement faut regarder le dossier, mais après faut interroger le founder, parce que quels sont les critères justement, c'est un peu la question, pourquoi je rentre dans un projet, pourquoi je rentre pas, comment je sais, quels sont les différents critères que tu estimes importants? Alors c'est la grande question dans l'investissement, puisque comment je gagne à tous les coups? Alors ça, si je savais, je peux te dire que j'en aurais
aurait des demandes tous les jours. Non, il y a tellement d'éléments invariables et variables dans les entreprises dans lesquelles tu peux investir, dans les startups, que c'est justement aussi ce qui fait le charme de cet investissement. C'est qu'il y a plein d'aventures à travers cet investissement, des succès, des échecs. L'entrepreneuriat, c'est d'aller d'emmerde en emmerde, de les résoudre. Et du coup, quand tu es investisseur et que tu les suis, bah, c'est à la fois stressant pour les entrepreneurs, mais ça peut être aussi passionnant, des histoires magnifiques à raconter. Et donc oui, les critères principaux, si on parle des critères, les deux principaux, c'est d'abord l'équipe, c'est qui fait le projet. Parce que si tu as une excellente équipe et une idée moyenne, c'est beaucoup mieux qu'une idée excellente et une équipe moyenne. C'est toujours ce qu'on dit dans l'investissement. Donc l'idée, c'est pas forcément ce qui est important, c'est vraiment l'équipe. D'ailleurs, l'idée, il y en a. Demain, tu me fais un projet avec Elon Musk et Xavier Niel, je me dis bon, c'est bon, j'y vais. Ça peut aller. Et encore que, c'est pas parce que tu es serial entrepreneur, il y en a beaucoup qui sont passés sur ton podcast. Ils sont des chèvres. Non, ils sont pas des chèvres. Vas-y, donne des noms. Non, qui justement montrent que ils repartent à la guerre et c'est pas parce que tu as fait une boîte avant que tu fais pas 10 000 erreurs après et que tu continues d'apprendre. C'est un cercle toujours vertueux. Mais en tout cas, voilà, l'équipe, c'est le critère fondamental. Donc plutôt une équipe d'au moins 2 personnes, c'est toujours mieux qu'un entrepreneur seul pour plein de raisons. S'il est plus en capacité de développer l'entreprise, s'il a plus la motivation, etc. Il n'a pas un binôme pour développer son entreprise. Et en termes de compétences, c'est toujours mieux d'avoir une équipe pluridisciplinaire, une équipe expérimentée qui connaît bien son secteur, son domaine. Donc il y a beaucoup de choses à vérifier, mais en tout cas, l'équipe, c'est le critère fondamental. Et le deuxième critère fondamental, après on peut en sortir une vingtaine, mais je dirais que les deux, c'est le marché. C'est-à-dire, est-ce que ce marché qui va l'adresser est grand déjà, est important, parce que la startup, par définition, au début, elle va prendre 0,01% de ce marché. Et du coup, si l'entreprise a un marché petit, cette petite part sera d'autant plus petite. Donc, il faut d'abord un marché plutôt important et un marché porteur. Aujourd'hui, si tu investis dans une entreprise qui fait des logiciels pour, je sais pas... J'ai un système d'analyse du manteau neigeux et de déclenchement d'avalanche afin d'aider les domaines skiables. Pourquoi pas, tu vois, ça peut être... Alors, est-ce que c'est un marché porteur dans le sens où dans les 20 prochaines années, est-ce qu'on aura un taux d'enneigement suffisant pour que cette entreprise se développe? Même aujourd'hui, tu vois, c'est Elda, Julie Aubert, je l'embrasse, je sais pas si elle écoutera ça, mais c'est vrai que tu étais à Vivatech, tu me disais récemment, et j'étais là-bas et je participais à un concours, un jury de start-up, et je me disais, je trouvais son pitch super, je trouvais l'idée vraiment super, mais tu te dis en fait à la fin, si c'est une société qui peut faire 1,7 million de chiffre d'affaires, elle fera combien de quelques centaines de milliers d'euros de marge, et en termes de valo, c'est compliqué d'investir là-dedans. C'est clair. Non, mais après, c'est ça, tu regardes et encore une fois, ça reste beaucoup, c'est ce que je lui disais, moi, une société, j'ai des sociétés super, moi j'ai des potes qui ont des magasins qui font 1,7 million de chiffre d'affaires, qui font 300 000 euros de marge par an et qui sont les rois du pétrole, donc je suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien, je dis juste que en termes d'investisseur, toi, ton retour sur investissement, ça reste des valorisations très faibles. Oui, en plus, déjà, c'est non garanti. En plus d'être faible, voire inexistant au démarrage, parfois, il y a des entreprises qui mettent 1, 2, 3 ans avant de trouver un marché et commencer à développer leur activité. Mais surtout, c'est une part, la seule part d'enrichissement que tu peux avoir en investissant dans une startup, généralement, c'est si on te rachète tes parts à un moment donné. Les dividendes sont très inexistantes dans l'écosystème parce qu'il y a J'allais te poser cette question. Quelle est l'espérance de retour sur investissement, ou comment tu monétises et quand, quoi? Alors, c'est tout. Donc pas de dividende, voilà. Tu viens de le dire, déjà. Généralement, il n'y a pas de dividende. C'est tout ce qui fait le charme des startups, c'est que généralement, 90% du temps, tu vas perdre l'argent. Et potentiellement, tu peux aussi sur un coup faire x100. Donc c'est vraiment, on prend l'éventail assez large. Rassurant sur ça. 90% du temps, tu vas perdre l'argent. C'est pas les stats que j'avais en tête, alors, mais c'est juste pour les gens qui sont plus avisés, ou je croyais que si tu faisais alors peut-être pas dans le seed, peut-être dans les VC et dans les séries A, mais je croyais que t'étais plutôt un truc où dans 20%, 30%, tu perds 100%, tu perds tout. Dans 60%, tu vas. Alors ça, c'est les fonds d'investissement. C'est-à-dire que eux, ils font ce travail quand même de sélection, leur métier. Et puis un fonds d'investissement, à la différence d'un business angel, c'est qu'il a un modèle économique à nourrir. Donc le fonds d'investissement, lui, va vérifier quand même énormément de critères, ce qui fait qu'il va limiter son risque, même s'il évolue dans un écosystème risqué, comme on le dit depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le fonds. Un business angel peut très bien faire 20 investissements et perdre 20 fois sa mise de départ. Ça fait même partie, moi je donne ce conseil aux business angels, je leur dis,
investissez et considérez cet argent comme étant perdu. Parce que faut pas s'attendre à avoir un revenu dégagé par cette activité d'investissement, ce qui fait que généralement ce qu'on dit c'est qu'il faut diversifier ses investissements quand on peut le faire, et que si on veut tester faire qu'un seul, c'est vraiment oui, ou mettre tous les œufs dans un même panier, ouais. c'est même très risqué, ça peut être très risqué. Alors ça peut rapporter très gros, mais c'est un coup de poker, pas forcément que de la chance, mais aussi énormément de facteurs qui dépendent pas de l'investisseur lui-même. Là aussi, un fonds d'investissement va beaucoup plus être interventionniste, alors que sur un business angel, il va pas être moins dans la gouvernance de l'entreprise, par exemple, quoi. Donc est-ce que si tu investis avec... Alors attends, pardon, avant cette question, j'allais te demander si tu co-investis en fonction des noms qui y a en face. On a parlé de, je sais pas, Jean de la Roche-Brochard, on a parlé de... est-ce que ça change quelque chose? Mais avant d'entrer là-dedans, les horizons, juste, tu dis 90%, tu vas perdre potentiellement. J'espère quand même moins, là, j'espère être meilleur que ça. Mais... quand est-ce que ça sort en moyenne? C'est 2 ans, 10 ans, 50 ans? Alors, en France, ça sort plus vite qu'ailleurs, mais moins cher. On va dire que les exits, donc ce que s'appelle une revente d'une entreprise, intervient un peu plus tôt. Voilà, est-ce que tu récupères ton argent? Surtout en fintech, etc. On a vu pas mal d'exemples ces dernières années d'entrepreneurs qui ont revendu leur boîte assez tôt par rapport à des entrepreneurs, on va dire 5-6 ans après le développement de l'entreprise. C'est des chiffres qui se vérifient aujourd'hui. Mais l'avantage qu'a l'écosystème aujourd'hui, malgré un petit peu une période de crise qu'on connaît depuis mars-avril 2022, on a un écosystème où il y a de plus en plus de financeurs au-dessus des business angels, donc de potentielles personnes qui vont vouloir racheter les participations des premiers investisseurs, et c'est ce qu'on appelle un exit partiel. Ou un cash out pour les business angels. On appelle ça aussi du secondaire, c'est forcément un marché secondaire où on va proposer de racheter tes parts en tant que business angel pour nettoyer la table de capitalisation, la garder qu'avec des investisseurs professionnels, et toi de faire un x3, x4, x5 sur ton investissement initial. Donc le primaire, c'est quand tu lèves de l'argent, donc quand tu vas avoir de l'argent pour le mettre dans les comptes de la boîte pour qu'elle puisse investir. Le secondaire, c'est quand des actionnaires revendent à d'autres actionnaires. Exactement. Donc, voilà. Et sachant qu'il y a un petit truc à connaître que je connaissais pas, je connais depuis quelques années maintenant, mais que tu connais pas tant que t'es pas rentré là-dedans et que t'as pas été notamment founder, mais c'est ce qu'on appelle les actions de préférence. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. On en avait parlé l'année dernière, nous, quand on avait fait des deals avec une boîte qui s'appelle Fairshare, ce qu'on avait monté sur Cityscoot, sur de secondaires notamment. L'idée, c'est que si je ne m'abuse, les actions de préférence, à chaque fois qu'il y a une levée de fonds, toi, les premiers qui sont rentrés, donc souvent ceux qui ont fait le seed, et les actionnaires, les fondateurs, cofondateurs, toi, tu as ce qu'on appelle des actions ordinaires. Ouais, exactement. Et ensuite, à chaque couche au-dessus, tu as des actions de préférence. Explique-moi comment ça fonctionne. L'enjeu de l'investissement, c'est que généralement, le dernier arrivé est le mieux loti, parce qu'il va prendre des risques supplémentaires en injectant plus d'argent qu'au début, alors que les fondamentaux de l'entreprise sont encore naissants. Donc, c'est-à-dire que voilà, si tu as investi dans un tour de table, tu as mis 10 000 euros dans un tour de table en tant que business angel de 400 000 euros, déjà, tu es très minoritaire. Mais ce qui est important, c'est pas la part du gâteau que tu as. Enfin, c'est pas le pourcentage de la part, c'est la taille du gâteau. Donc, si tu as 0,01% de quelque chose qui vaut 10 millions ou 100 millions, c'est tant mieux. Mais du coup, quand tu as investi au début, tu as une petite part du capital et tu as des actions ordinaires, c'est-à-dire les mêmes que les fondatrices, les fondateurs, etc. C'est un tour de table classique. Et encore que, déjà là, il pourrait y avoir des actions de préférence. Mais généralement, ça intervient après quand il y a plus de risques et les fonds vont dire écoutez, nous, on met l'argent, mais on se protège en cas de baisse de la valorisation de l'entreprise. Ça veut dire que s'il y a un tour de table avec une valorisation inférieure ou s'il y a une revente à une valorisation inférieure, on va récupérer notre mise de départ plus le pourcentage de la cession ensuite. Alors ça, il faut vraiment, c'est très important. Limiter la casse. Ouais, limiter la casse, mais il faut vraiment bien le comprendre. Je vais le reprendre ton exemple avec, ce que tu m'expliques avec un exemple. Mettons que tu sois rentré dans une société, t'as acheté pour 1%, pour 2000 euros, t'as acheté 1% de la boîte, ça valait 200 000. Puis quelques tours plus tard, bon alors t'as moins de 1% parce que t'as été dilué, mais il y a un gros investisseur qui arrive qui met 40 millions sur la société pour une valorisation à 400 millions. C'est ça. Et puis
un an après, pour une raison inexpliquée, la société ne vaut plus que 40 millions. Et elle est vendue à 40 millions. Voilà. Et ben, l'intégralité de ces 40 millions générés par le fruit de cette revente reviendra au dernier investisseur qui a mis les 40 millions. Donc, lui récupère ses 40 millions et tous ceux qui ont fait les tours de table intermédiaires, les fondateurs qui ont créé la boîte, etc., eux récupèrent 0. Exactement. C'est ça. Alors ça, c'est la clause de préférence la plus standard, enfin la plus simpliste. Qui est décriée, hein. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut pas faire ça. Alors ça dépend à tel tour de table. Après, il y en a qui négocient, c'est-à-dire qu'ok, on peut enlever la clause de préférence, mais dans ce cas-là, la valorisation de l'entreprise, elle est moins élevée. Donc ça me coûtera moins cher de rentrer dedans. C'est un jeu de négociation où généralement les clauses du pacte, le pacte d'actionnaires, c'est ce document qui va gérer la gouvernance dans l'entreprise dans laquelle on investit. Elles sont souvent liées aux standards du marché, mais aussi liées à la physionomie du tour de table, qui est plus ou moins cher et qui est un argument de négociation, quoi. Quand tu es business angel comme moi, ou quand on parle de SEED, là, comme l'épisode du jour, là-dessus, tu fermes ta gueule, on est d'accord. Enfin, t'as rien à dire. C'est bien de le regarder, mais alors c'est ça qui est un petit peu injuste, mais effectivement, oui. C'est-à-dire que, comme je te le disais, celui qui ramène le plus, qui a le plus grand chèque, a le plus grand pouvoir de négociation. Généralement, d'ailleurs, quand tu fais un tour de table de 400 000 euros, que toi tu mets 10 000 euros et qu'il y en a un autre qui met 300 000 euros, il est fort à penser que c'est lui qui va mener les négociations, voire même mener la représentation des investisseurs seed dans la gouvernance de l'entreprise après. C'est la loi du marché de l'argent que tu mets, du risque que tu prends, et c'est la même chose pour les investisseurs suivants. Mais tout est un enjeu d'équilibre. Typiquement, récemment dans un deal, moi je mettais moins qu'un investisseur qui mettait beaucoup dans le deal, et on me proposait à un moment justement un peu de sorte de préférence, en tout cas des conditions un peu différentes pour ceux qui mettaient beaucoup par rapport à moi. Et moi, ça, j'ai refusé. D'ailleurs, c'est passé. Parce que j'ai dit, attends, on est dans le même tour. En fait, on est sur le même niveau de risque. Ouais. Sauf que lui, il a plus d'argent que moi, mais c'est tout. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des préférences. Mais ça passe pas à tous les coups, ça. Ça passe pas à tous les coups, mais dans ton cas, c'est plutôt sain. De toute façon, l'investissement, c'est avant tout un alignement d'intérêts. C'est-à-dire que si tu es désaligné par rapport aux autres co-investisseurs ou par rapport à l'entrepreneur et l'investisseur, ça va capoter un moment. Donc, il vaut mieux que tout le monde soit à l'aise avec les conditions de l'investissement pour qu'il se passe au mieux. Ce que tu disais tout à l'heure, hein, ça peut aller assez rapidement. Tu m'as parlé tout à l'heure de 5-6 ans. Donc rapidement, c'est pas si rapidement non plus. Hein. Et c'est pas de l'argent qui est disponible. Je peux pas dire, chérie, je voudrais récupérer mes 12 000 balles. Non, ça, une fois que c'est parti, t'attends juste une sortie. Donc comme tu le disais, faut attendre... parce que 5-6 ans, c'est court. Ouais, c'est assez, ça dépend en fait. 5-6 ans pour une belle revente, hein, je parlais d'une entreprise avec un multiple généralement qui va entre x4 et x40, hein, généralement c'est ça que peut gagner un investisseur, un business angel. Donc ça peut te dire voilà, même si tu fais x10, tu as mis 10 000 euros dans une entreprise, 6 ans plus tard tu ressors x10 100 000 euros, tu fais 90 000 euros de plus-value. Il y a assez peu d'investissements, de classes d'actifs d'investissement qui peuvent te rapporter autant en si peu de temps. Maintenant, ça, c'est vraiment les moyennes du marché. On avait créé un funnel, nous, pour un gros fonds d'investissement où on gérait, on regardait combien de startups ont connu des tours de table suivants. Et après, sinon, soit l'entreprise meurt, tout simplement, soit elle vivote et qu'elle péniblement fait du chiffre d'affaires, devient rentable et créer une valeur pour elle-même et ses fondatrices, fondateurs qui peuvent se payer leurs équipes et continuer à se développer jusqu'à ce que peut-être elle se fasse racheter un jour. Soit elle performe et surperforme, mais pas sous une forme de se faire racheter ou de proposer de te faire racheter, mais relever des fonds. Donc tu peux très bien avoir 10 000 euros de quelque chose qui, on parlait de Doctolib, qui a levé 6 ou 7 ans plus tard 500 millions. Quoi. Qui vaut 4-5 milliards. Voilà, qui vaut 4-5 milliards. 1% de Doctolib, t'es content. Ah là oui, t'es très content. La question que je me pose, alors à partir de quand c'est une bonne affaire? Moi, récemment, on m'a proposé un x10 en un an. Ça peut être une bonne affaire, ouais. Faut vendre. Alors ça, c'est chacun est libre de sa pensée. Moi, ma politique, c'est de dire si on peut sortir, on sort. Il y en a d'autres qui vont te dire, d'ailleurs que tu connais sans doute, hein, j'ai un très bon ami Ludovic de Shaper, qui lui est investisseur dans une entreprise qui s'appelle Euro, voilà, qui est investisseur dans une entreprise qui maintenant vaut plusieurs milliards et qui me disait dès le départ, moi je tente le home run. Oui, je la connais, voilà. Cette entreprise, je l'ai reçue, Hugging Face. Ouais, Hugging Face, avec Clément. C'est très tôt. Voilà, donc voilà, j'ai cette logique-là. Moi, il y en a qui sont sortis de façon intermédiaire parce que cette entreprise a connu plusieurs tours de table et Ludovic qui en plus
plus de croire à l'investissement, mais croire vraiment aux fondamentaux de cette entreprise pour changer tout un secteur économique, s'est dit, moi, je tente le home run. Ce qui dit, je tente la sortie la plus tard possible, la sortie finale, là où on va avoir le plus de multiples par rapport à l'investissement initial. Donc, chacun est libre de voir midi à sa porte. C'est aussi, voilà, c'est un peu comme dans les cryptos, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas, sauf que là, bon, ça fluctue avec des variations à la baisse, alors qu'une entreprise, une start-up, c'est plutôt vocation. Gameface, il est dans l'intelligence artificielle, la big data, des choses très très en vue, avec une plateforme qui est vraiment un leader. Mais ça se comprend. C'est vrai que je sais pas si je peux dire sur quoi c'était moi, mais je crois pas, je sais pas. Mais l'idée, c'est que je pense que dans ton système de pensée à ce moment-là, t'as est-ce que finalement cet argent changera ma vie ou pas? Est-ce que je crois au projet sur la suite, ou est-ce que je me dis voilà, et là moi je crois au projet sur la suite, et je crois que le x10 il changerait pas ma vie, alors que le x100 il changerait ma vie. Oui. Est-ce que j'ai besoin de capitaux maintenant? Et une autre question, moi, qui m'est arrivée aussi, c'est est-ce que je vais continuer à avoir un poids dans la physionomie de l'entreprise? Parce que moi j'ai investi par exemple dans une entreprise qui était très tôt, qui s'appelle Welcome to the Jungle, et je suis sorti de façon intermédiaire pareil au moment de la série B, parce que je me sentais même quasiment plus trop légitime pour les aider, les accompagner, etc. J'étais un investisseur de la première heure, mais pas des heures suivantes. Donc c'est aussi voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte pour se dire, est-ce que je veux sortir et réaliser un multiple. Je deviens, pour finir là-dessus, je dis souvent, je connais beaucoup de business angels, mais j'en connais pas beaucoup de business angels qui ont fait des exits. Donc, si on veut faire partie de ceux qui ont fait un exit, une sortie, une revente, c'est bien de l'avoir fait au moins une fois, de voir même, ne serait-ce qu'en termes de process, en termes de réinvestissement, etc., comment ça peut être traité fiscalement. Je comprends. Très clair, les questions que je pourrais avoir, sont sur justement les club deals, ou comment ça fonctionne. Est-ce que celui qui apporte dans le club deal, il peut prendre un peu plus? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des carrés d'intérêt, des commissions à l'entrée, à la sortie? Comment ça se passe là-dessus? Oui, c'est possible. Alors, soit le club deal, il est formé de façon juridique qui permet d'avoir des frais de gestion, et du coup, les autres investisseurs vont participer aux frais de gestion qui seront utilisés pour rémunérer ou prendre en charge les frais de la personne qui gère le club deal. Soit la personne qui représente les autres investisseurs, on va lui passer ce que tu disais, un carry d'interest. Donc c'est une partie de la potentielle répartition, de la potentielle plus-value de la startup. C'est-à-dire, on prend un exemple, généralement c'est 20% de carry. C'est d'ailleurs comme ça que se rémunèrent les fonds d'investissement. Si j'investis une boîte 100 000 euros, qu'elle est vendue 1 million, on fait 900 000 euros de plus-value. Je vais prendre 20% de ces 900 000 euros là, donc exactement 180 000 euros qui vont me permettre de gagner de l'argent grâce à cet investissement. Et ça, on va le répartir ensuite. Généralement, c'est comme ça que fonctionnent les fonds. Et donc, certains club deals peuvent fonctionner en prenant 1, 2, 3 points de caride pour la personne qui gère l'investissement en question. Ça veut dire pour que celui qui l'a sourcé éventuellement, pour celui, enfin tu peux faire, ok. Mais c'est un règle pari aussi à mettre entre, ok. Ouais. Quels sont je te posais la question tout à l'heure, mais les secteurs en forme du moment? Eh ben écoute, beaucoup. L'avantage que ce qu'on a connu depuis 2 ans. Alors ce qu'on a connu depuis 2 ans, entre 2020, 2021, là on est toujours dans ce que j'appelle les 10 glorieuses de l'écosystème, même si on a une contraction qui s'effectue, on le disait tout à l'heure, par pas mal de phénomènes exogènes, mais aussi parce qu'on a connu une euphorie de dingue dans l'investissement. Dû au Covid aussi, il y a des secteurs qui ont explosé, qui sont devenus très intéressants et très porteurs, avec des explosions de chiffre d'affaires et du coup des valeurs des entreprises, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de capitaux dans l'écosystème, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de deals qui se sont faits de façon très chère, très rapide, aux avantages des fondatrices et fondateurs. Aujourd'hui, ça va se stabiliser, et les secteurs qui vont être porteurs sont généralement les secteurs qui suivent les tendances et les besoins de la société actuellement. Donc, en premier lieu, l'impact environnemental et sociétal et social, qui est un terme assez large, qui peut à la fois représenter des entreprises qui par essence ont un impact, c'est-à-dire que mon entreprise sans mauvais jeu de mots, voilà, exactement, qui ont voilà la volonté, leur business premier, c'est de la réduction du dioxyde de carbone, l'accès à un service à des personnes handicapées, etc. Elles ont un impact. Et c'est pas bullshit, ça. Je veux dire, ça monte, et il y a pas, je veux dire, à la fois je vois ça, et puis à la fois l'action américaine qui a pris le plus depuis le début de l'année, c'est ExxonMobil avec plus
70%, c'est de l'essence, quoi. Enfin, oui, on parlait de Total tout à l'heure, enfin, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a des valeurs refuges sur l'énergie qui sont encore très fortes parce que l'énergie carbonique qui est très présente. Mais en parallèle, on peut parler de Tesla, qui est comme tu parlais aux US, une entreprise cotée comme Exxon et qui, pour le coup, j'aurais bien aimé être un investisseur de la première heure de Tesla. Mais voilà, donc l'impact, c'est à la fois des entreprises qui par essence ont de l'impact, mais c'est aussi des entreprises. Tu le refais, hein, par essence ont de l'impact. Je récite. Mais non, surtout il y a aussi la plupart des entreprises ont indirectement un impact. On peut parler, je sais pas, de Doctolib par exemple. Son business, c'est pas d'avoir de l'impact pour les gens, c'est de gérer les rendez-vous médicaux et des services pour les médecins. Mais dans le Covid, on l'a vu, l'impact était assez important, très important, sanitaire, social, sociétal et puis même sanitaire, comme tu le dis, très très élevé. Donc l'impact, c'est quelles sont les entreprises qui vont m'aider à aussi atteindre une meilleure société, une meilleure vie, une meilleure répartition des richesses, une meilleure répartition de la production énergétique, etc. Donc ça, c'est un secteur qui couvre énormément de domaines dans l'entreprise. Après, il y a évidemment des secteurs, ce qu'il faut prendre, c'est un peu les marchés les plus vieillissants. C'est ceux qui ont été le moins changés ces dernières années. Donc il y a les fintech, les banques, les assureurs, la finance au sens large, sont des secteurs qui sont très ancrés, tellement réglementés, tellement processés qu'ils n'arrivent plus du tout à bouger ou à changer. Ce qui fait qu'il y a énormément d'entreprises qui sont lancées dans ces secteurs-là, qui ont connu c'est pas trop tard, là, la vague des fintech, elle est pas finie? Elle est très loin d'être finie selon moi et selon ce qu'on voit, parce que dans les pratiques qu'on voit, parce que par exemple là, alors quand on dit fintech, c'est très très large comme secteur, mais il y a dans la fintech par exemple, il y a le paiement en plusieurs fois par exemple, le paiement fractionné qui est très très peu développé, et il y a des startups qui se lancent très fort dedans pour changer les choses que ne peuvent pas changer les grandes banques de retail traditionnelles, etc. Alma, ça c'est un exemple. Alma, Hero, il y a plein de boîtes comme ça, etc. Okay. Donc ça c'est Canapé, exactement. Donc c'est quand on prend un secteur qui traditionnellement a eu du mal à changer et qui doit être qui doit évoluer par la force des choses, parce que les besoins des consommateurs évoluent, changent, et du coup voilà, ça c'est des secteurs traditionnels qui peuvent changer. Après il y a évidemment tous les secteurs liés au bien-être des personnes, soit au travail, donc toutes les entreprises qui vont favoriser le travail collaboratif, le travail à distance, les organisations hybrides, le THC au travail, le THC au travail autorisé pour faire des space cakes au THC. Ouais. Non, blague à part, après il y a plein de domaines qui vont connaître un essor, qui vont favoriser le changement social, qui fait que les gens ne veulent pas que s'enrichir, ils veulent aussi être heureux, bien dans leur travail. Et donc il y a plein d'entreprises. Zest, on en parlait ici. Exactement. Exactement. Okay. Donc plein de ces domaines-là, et puis après on peut aller très large dans les secteurs qui peuvent être porteurs. Nous on vient de sortir une étude sur ce domaine-là. Donc là on parlait même des HR Tech, dans le domaine des RH, des ressources humaines, voilà, il y en a beaucoup. Par exemple, il y a pas mal d'entreprises sur d'aider et participer à mieux équilibrer la santé mentale des employés, on vient d'en parler, etc. Donc ça c'est des secteurs très importants. Et puis après, tu as des secteurs qui sont un peu plus granulaires, moins accessibles pour les entrepreneurs, mais la supply chain est un écosystème qui est en train d'exploser complètement. L'approvisionnement, d'accord. Voilà, le jumeau numérique qui permettent de faire des évolutions et il y a des entreprises françaises qui sont très en avance dessus, parce qu'on a des ingénieurs de façon qui connaissent très très bien ces secteurs-là aussi, quoi. La PropTech, donc prop c'est property, donc c'est immobilier, tout ça, ça marche, ça? Ça marche parce que c'est adossé à un actif qui est plus stable, donc l'immobilier forcément, et qui a des gros besoins aussi. Colony, ce que j'avais reçu sur Génération Do It Yourself, donc ils ont par exemple, ils créent une société, et puis derrière, pour créer du co-living par exemple, et derrière ils achètent carrément des immeubles. Donc du coup en effet tu te dis au pire j'aurai toujours les immeubles si ça marche pas leur machin. Exactement. Ok, donc c'est là où tu dis ça s'adosse à des. Et puis dans la PropTech t'as aussi la ville de demain, donc la mobilité réduite, la mobilité des courts kilomètres électriques. Donc t'as beaucoup d'entreprises qui, nous par exemple on a chez Eldorado une entreprise qui fait de l'installation de bornes électriques
pour recharger tout simplement son véhicule électrique dans les grandes surfaces. Et elle a toute une technologie qui permet de le faire mieux, etc., que ce qui existe sur le marché. Donc ça, c'est... Tu peux citer les boîtes. Moi, j'aime bien qu'on regarde et tout. Hein, donc si tu l'as en tête... alors, EV Cars, voilà. Donc on peut regarder. Mais après, il y en a plusieurs dans ce domaine-là. Et puis après, tu as des secteurs qui sont même très, très prospectifs, comme le Web3. J'allais te poser la question. Les NFT, Web3, etc., il y a quand même des choses qui se passent là maintenant. Alors, complètement. Avec des vraies levées en série A, série B, 30 millions, 50 millions. C'est ça. Alors, Jean-David Chamboret, donc, il m'a envoyé un dossier récemment. En Web3, maintenant, tout le monde est obligé de regarder parce que c'est un sous-jacent qui existe maintenant depuis tout ce qui est blockchain, années, pardon. En blockchain, voilà, exactement. Ce sous-jacent de ce secteur très large qui est la blockchain, qui connaît maintenant enfin un applicatif dans le paiement et dans la gestion des communautés à travers le Web3, les NFT et potentiellement même le métaverse, donc un univers entièrement numérique dans lequel on peut être représenté, acheter des biens, partager, animer des communautés, etc. et créer de façon illimitée. Donc ça, c'est un secteur c'est comme si on était dans les années 90 et qu'on te disait investi dans Internet. C'est tellement avant, et d'ailleurs il y a un épisode passionnant de Frédéric Montagnon dans Génération Do It Yourself qui explique très bien. C'est un très bon podcast. Je te remercie de le recommander. Je connais le gars qui fait ça. Non mais c'est vrai, il est bien. Cet épisode, je te remercie. En vrai, parce que cet épisode, je m'en souviens très bien parce que je l'ai écouté en salle de sport et des épisodes sont assez longs, donc j'ai fait une longue séance. Mais 2 marathons. Mais je suis sorti de là en connaissant, enfin même si moi je baigne dedans et j'invite parce qu'il vulgarise très très bien ce que c'est que du Web 1, Web 2, Web 3. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils l'ont écouté plusieurs fois et moi je l'ai réécouté. Tu vois, j'ai réécouté pas tous les épisodes, mais cet épisode avec Fred Montagnon. Juste après, en plus, notre ami de Nicolas Julia de chez tu vas m'aider tout d'un coup des NFT Sorare, pardon. Et John Carp aussi de la Martingale, 3-4 épisodes que je vous recommande sur le Web 3, mais en effet, une fois que tu as bien compris le changement de paradigme. Et alors donc il y a des personnes qui sont dedans qui vont te dire si t'es pas dedans, t'as pas compris, tu t'es en retard, t'es déjà en retard. Et il y a des gens qui sont comme, alors moi j'ai au moins pour tester, j'y suis allé, je regarde. C'est-à-dire que c'est important quand même de voir que c'est des tendances qui commencent à être très très démocratisées dans l'investissement, mais quand même très éloignées de Monsieur, Madame Michu, qui sont pas du tout dans ces dynamiques-là des startups et de l'innovation, et qui seront sûrement plus tard dans 5 ou 10 ans, c'est ce que disent ces personnes, des utilisateurs de ces nouvelles technologies, avec tout le pari qu'il peut y avoir. Mais certains secteurs, on peut parler des secteurs de ces dernières années qui ont connu des fortunes diverses, mais il y a 5 ans ou 10 ans, tu allais au CES à Las Vegas, on te disait dans 10 ans, tous les immeubles, toutes les habitations ont des robots à la maison, des robots domestiques. T'as des lunettes en réalité augmentée de Google qui te permettent dans la rue de voir plein de choses que tu vois pas, et puis t'as un casque en réalité virtuelle qui te permet de jouer aux jeux vidéo, et je t'en passe, et des meilleurs. Donc tu vois qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient aussi dans ces secteurs-là, dont la blockchain, ça fait quand même plus de 10 ans maintenant qu'on parle de blockchain et de crypto-monnaie. On n'a pas encore d'applicatif démocratisé totalement de la crypto-monnaie. Donc prudence quand on te dit c'est vraiment le futur et t'as pas compris si t'es pas dedans, mais se renseigner quand même, parce que ça risque quand même d'avoir des applicatifs de plus en plus récents et qui vont, Sorare en est un exemple potentiel de création de valeur économique aussi. Est-ce que je voudrais parler de 2 profils, le profil de celui qui investit et le profil de celui ou celle chez qui on investit, d'ailleurs dans les 2 cas celui ou celle, mais est-ce que on reste quand même très est-ce qu'il y a des profils types? Est-ce que il faut être un homme, avoir fait X HEC, avoir 29 ans pour avoir plus de chances de réussir? Alors, je suis désolé, je dis pas, je pense pas que ce soit le cas, et je pense, tu vois, vraiment qu'il y a des justement des tas de choses, et j'ai fait plusieurs épisodes autour de ça là-dessus. J'aimerais juste avoir, au-delà du fait que je pense, la réalité des chiffres, c'est-à-dire est-ce que tu connais ça, la réalité des chiffres? Est-ce qu'il y a plus de chances, il pourrait homme-femme, c'est encore autre chose, mais X HEC, il pourrait être pas forcément exclu que si t'as un mec qui a fait Polytechnique ou une femme qui a fait Polytechnique et HEC ou un double master ou je sais pas quoi, il y a plus de chances que ça rapporte beaucoup que si tu prends quelqu'un qui a pas fait d'études. Alors on a encore assez peu de recul, c'est-à-dire qu'on vient tellement loin, et on le sait parce qu'il y a tes podcasts et que ça commence à se démocratiser aussi avec Sista et autres.
il y a un problème dans cet écosystème, comme dans plein d'autres, mais en particulier dans cet écosystème, parce que c'est l'entrepreneuriat, donc la prise de risque, et que pendant des centaines d'années, on a dit aux femmes que c'était pas toi qui prenais des risques, et c'est de la finance. Et donc la finance, pareil, pendant des centaines d'années, c'est nous qui gérons les capitaux, les hommes, de préférence blancs, caucasiens, 30 à 40 ans, issus de grandes villes, qui a fait une grande école avec des semblables et qui du coup vont investir dans des personnes assez similaires. Qui est pas chez Bain, McKinsey dans des Goldman Sachs. Exactement. Ouais. Donc ce problème, ce que je voulais dire par là, c'est que maintenant il est connu, donc tant mieux. Plutôt continuons à dire que c'est un problème qui doit se résoudre et se résorber. Donc on a peu de recul pour répondre à ta question sur les stats ensuite de typologie de projet. Les stats qu'on a, c'est les stats de Sista ou du BCG, d'Eldorado, etc. qui traquent très très attentivement les entreprises issus d'équipes mixtes, équipes 100% féminines, et du coup des investisseurs femmes qui investissent dans ces secteurs-là, qui restent encore très faibles, hein. Et aussi les origines sociodémographiques, donc région versus Paris, grande école versus parcours moins grande école et université, plus autodidacte et autres. Et personnes issues de l'immigration, ça c'est très difficile de le traquer, puisque ce sont des stats qu'on n'a pas le droit de faire en France. Donc, sachant qu'il y a quand même un indice en bas de votre écran, mais moi ce que je vois au fur et à mesure de faire des épisodes autour de ces sujets, c'est que finalement le mâle caucasien de 30 à 40 ans qui a fait une grande école de commerce plutôt aux alentours de Paris, il a un prisme, une vision qui est toujours la même entre guillemets. Et donc typiquement, je sais pas s'il écoute Joule maintenant, mais il aurait pas été capable de tu vois ce que je veux dire, il a pas finalement il y a peut-être des besoins identifiés ou identifiables par un jeune qui sort de banlieue et qui a pas fait d'études et qui vient de Marseille, d'un quartier nord et qui peut identifier quelque chose qui va faire un carton en fait. Évidemment, et puis d'une femme, et puis de différents besoins que les hommes n'arrivent pas à adresser depuis des décennies potentiellement. Et d'ailleurs, ça se prouve, les États-Unis le prouvent avec tout l'antagonisme que représentent les États-Unis, mais c'est un écosystème très divers, de l'écosystème tech, avec des personnes issues de l'immigration, de plein de domaines, de plein d'écoles différentes, etc. Et parce que leurs zones géographiques sont très larges, et donc l'écosystème est plus fort. Moi, je suis un fervent de dire, si l'écosystème est plus divers, il est plus fort parce que tu viens de le dire, parce qu'on va pas penser de façon standardisée ou mainstream dans la manière d'investir, quoi. Toi qui le vois donc visuellement à Station F par exemple, ça change ça? Il y a plus de femmes, il y a plus de gens issus de l'immigration, il y a plus de couleurs différentes d'ailleurs? Oui, alors ça change parce que Station F, dans son essence, est multiculturelle et a dans ses programmes, il y a une quarantaine de programmes, et parmi la quarantaine de programmes, il y en a 3 internes à Station F, dont un qui s'appelle le Fighters Programme, qui vise à faire émerger des entreprises des personnes issues de quartiers populaires ou en difficulté. Et il y a aussi le Femtech Programme, par exemple. Donc ça, on a parlé des secteurs. Le secteur de la Femtech, pour refaire une parenthèse sur les secteurs, est un secteur qui va exploser ces prochaines années, qui est investir un secteur chez les femmes, investir sur sur les femmes, tous les enjeux de santé des femmes. C'est quand même 3,5 milliards, voire 4 milliards de personnes dans le monde, et il y a des startups maintenant qui visent à favoriser la connaissance de l'endométriose, la lutte contre les cancers qui sont connus que par les femmes, comme le cancer du sein, la gestion de la ménopause, etc. Enfin, j'en passe des meilleurs. Et donc, ils ont créé ces types de programmes pour justement amener et apporter de la diversité sur le campus. Ce campus qui se veut être un miroir, une représentation de l'écosystème avec ses forces, dont la diversité. Et donc ça permet de faire émerger ça. Un petit peu aussi d'auto-promo, mais nous, chez Eldorado, on va faire avec la French Tech très prochainement des portraits de femmes business angels, parce que maintenant, les femmes investisseurs, il y en a de plus en plus dans les fonds d'investissement, de par l'activité incroyable de Sista et d'autres associations ou ONG représentatives qui visent à équilibrer le nombre d'investisseurs femmes. Et nous, on veut faire la même chose chez les business angels, parce que c'est vrai que les business angels, aujourd'hui, tu parlais de stats, je dirais que plus de 90% des business angels sont des hommes.
ce qui forcément n'aide pas les femmes à entreprendre et à trouver des investisseurs. Et regardez, écoutez cet épisode de 89, pourquoi faut-il s'intéresser au Gender Lens Investing, le GLI, et se lancer avec Gaël Hague sur la martingale, qui est vraiment hyper intéressant. Vous verrez à quel point ça ouvre les yeux sur pas mal de choses, parce que en fait, les femmes qui ont été ignorées de plein de choses, parce que notamment pendant longtemps, elles étaient limitées à s'occuper des enfants à la maison, et aujourd'hui, elles font d'autres choses, tant mieux. Et du coup, elles ont un pouvoir d'achat, elles vont consommer différemment, elles vont utiliser aussi leur argent pour leur propre plaisir, leurs propres envies, leurs propres intérêts, leur propre prisme aussi, et ça va tout changer. Donc il va se passer plein de choses, et donc quand tout ça va se réajuster, que les 10% d'investisseuses vont devenir 20, 30, 40, ça va tout changer. Donc co-investissez avec des femmes, vous verrez, il va se passer des choses intéressantes, je pense. Voire même les performances par les femmes investisseurs, selon certaines études, sont plus importantes que les hommes, à voir si ça va s'équilibrer aussi dans la durée. Très bien. On a un peu répondu à ça. La dernière question que je voulais te poser était vraiment sur quel est le genre d'investisseur, à quel moment je m'y mets, comment, voilà. J'imagine que tu le fais peut-être pas au tout début, c'est peut-être pas ton tout premier investissement, mais une fois que ce qui est intéressant là-dessus, contrairement à la crypto et à plein d'autres, c'est que ton argent a un impact tout de suite, quoi, quand même. Donc, tu mets 1 000 euros, il va changer la vie de quelqu'un beaucoup plus que si tu les mets sur Renault ou. Ouais. Et puis même toi-même, cet argent, tu peux l'aider à prospérer, à cette graine qu'on plante, donc le seed. À faire développer une entreprise, parce que tu deviens associé à une entreprise. Donc c'est pas comme si tu achetais un actif, une œuvre d'art ou une valeur en crypto-monnaie. Donc oui, les petits conseils qu'on peut donner, c'est déjà de pas le faire en premier investissement. C'est un peu une logique, on va pas prendre le plus risqué en premier investissement. C'est quand on peut diversifier. Alors, ce sont pas des conseils qu'on donne, ce sont des idées. Idées. Je vois si jamais vous y allez. Voilà, exactement. Si jamais vous y allez, un conseil qu'on pourrait donner, c'est celui-ci, c'est vraiment de diversifier et de bien regarder évidemment avec qui vous le faites, cet investissement, c'est qui l'équipe. On fait pas ça par hasard, parce que il peut y avoir aussi des facteurs de risque plus ou moins élevés en fonction de l'étude qu'on y fait. Donc quand on va investir dans une entreprise, mieux vaut passer du temps, regarder le marché, regarder l'équipe, pourquoi ils font ça, quels sont leurs premiers clients, regarder ce que disent les premiers clients, est-ce que ce sont des bonnes ou des bons managers aussi, clairement, parce que les notes, comme tu le dis, potentiellement interroger des premiers clients si vous avez des occasions d'en trouver, leur dire est-ce que je peux interroger tes clients, voilà, parce que sur un marché que vous connaissez pas, si c'est un marché que vous connaissez, allez interroger des gens que vous connaissez, leur demander ce qu'ils en pensent, mais voir ce qui a marqué sur internet, etc., parce que ça c'est super important. Je suis vraiment très d'accord avec toi. Ouais, on peut vite tomber dans des investissements ou faire des erreurs d'appréciation parce que le PowerPoint est bien fait, mais derrière ils savent pas exécuter. Exactement. Ou le pitch, comme on dit, la démo faite par l'entrepreneur, ça peut être même Il y a des gens qui savent très bien parler et qui savent vraiment pas dérouler derrière, ça j'en ai connu, et donc tu as envie d'investir à donf, et en fait derrière c'est des gens qui savent pas travailler. C'est ça. Faut faire attention que ce soit aussi des bons managers, des bons gestionnaires d'entreprise. C'est pour ça que moi je dis souvent, il faut regarder à la fois l'aspect visionnaire. Évidemment, il y a une ambition, un projet, une vision à porter, mais il y a aussi une capacité de gestion. C'est-à-dire, est-ce que cet entrepreneur, s'il y a une crise, il va savoir couper la moitié de ses coûts dans l'entreprise? Est-ce que s'il y a une croissance, à l'inverse, il va savoir recruter les meilleurs talents pour aller à l'étape supérieure. Donc tous ces aspects-là, est-ce qu'il sait gérer un contrôle URSSAF, est-ce qu'il saura avoir des interlocuteurs publics, privés, vendre à des clients, être représenté à des salons, porter une voix. Moi j'aime bien les tester un peu, les gens aiment pas trop, mais ce que je disais, quand je fais des pitchs en public, je suis sympa, mais quand je les fais en privé, je teste un peu le stress aussi. J'essaie de pas être toujours sympa. Non mais c'est vrai, en fait c'est important pour moi de voir un peu comment quelqu'un réagit en face, un truc un peu épidermique, un peu vache, parce qu'en fait, tu te dis, il y a des moments où tu as envie de dire, mais la vie d'entrepreneur, c'est pas facile, quoi. Ça va être très, très dur. Ça va être très dur. Et après, donc c'est si tu investis dans cette équipe, tu fais toute cette vérification. Les choses à vérifier, c'est fiscalement comment je vais m'occuper. Donc là, on va pas faire le conseil de gestion fiscale, mais c'est quand même, est-ce que je vais pouvoir optimiser mon investissement à l'entrée? Tu peux le faire en PEA, je crois. Alors ouais, tu peux faire les deux. Toi, soit en PEA, c'est ce qu'on appelle une réduction fiscale à la sortie, c'est-à-dire que tu vas avoir une réduction sur la plus-value que tu réalises en fonction du nombre d'années de détention de l'entreprise, et même un avantage de réutilisation de cette plus-value. Alors que si tu veux faire une défiscalisation à l'entrée, tu as ce qu'on appelle l'IRPME, c'est-à-dire une réduction d'un pourcentage de l'investissement que tu fais, 25% de l'investissement.
directement sur ton impôt à payer. Donc, ça peut être très avantageux. Donc, si je tu investis paierai 10 000 euros. D'accord. Sur 10 000 euros, je vais avoir 2500 euros. 2500 euros déductibles de ton impôt à payer parce que tu as soutenu une PME si elle dans la limite respecte toutes les conditions. Ouais, il faut juste valider que c'est dans les conditions, que c'est une PME française, non détenue à plus de 25% par un groupe, etc., etc. Donc, il y a pas mal de petites conditions, mais ça peut être un avantage. Puis voilà, on n'oublie pas que c'est l'investissement probablement le plus risqué, comme tu l'as dit, après les cryptos peut-être. Donc tu peux vraiment tout perdre. Tu vas probablement tout perdre, donc il faut en faire beaucoup. Enfin, je veux dire, si t'en fais, faut pas mettre all-in sur un truc, mais plutôt diviser par 10 et se dire je vais en faire 10 dans les 2-3 prochaines années. Pas en vouloir à la personne chez qui t'investis si jamais ça foire, parce que ça fait partie du game et tu le sais quand t'es rentré dedans. Et voilà, Adrien, je m'étais dit qu'on n'allait pas dépasser l'heure, on vient de la dépasser. Donc, je vais t'arrêter là. Quelle est ta martingale à toi, cher Adrien? Me dis pas l'investissement dans les startups, c'est interdit. T'as pas le droit. Je dirais. Ton petit péché mignon en investissement. Moi, j'adore investir vraiment sur la passion d'un entrepreneur. Je vais le citer pour terminer parce que j'adore Jean. C'est Jean de Lovebox. Alors, j'investis pas du tout dans ce type de boîte normalement. Donc, c'est une petite boîte qui permet d'envoyer de l'amour dans la maison de vos proches, des personnes que vous aimez quand vous travaillez à distance. Et c'est été mon investissement coup de cœur. Moi, j'en ai fait une trentaine, mais parce que Jean a tellement une portée de son business et a tellement cru en son business, alors que en investissement en France dans le hardware, il a dû vraiment passer très longtemps avant de trouver les bons investisseurs et son marché. Mais alors, je regrette pas une seconde parce que c'est vraiment une boîte. Donc, je l'offre à mes parents, par exemple. C'est ça. Et au lieu de s'envoyer des WhatsApp, des textos, etc., on peut s'envoyer des cadeaux, des images, des dessins, des textos. Et en fait, ça marche plutôt dans les pays longue distance, Australie, Asie, du Sud-Est et surtout aux États-Unis, où son marché est le plus important. Il en vend des dizaines de milliers par an. Où on envoie justement, quand on a des personnes qui sont en longue distance, le petit cœur bouge et puis on ouvre la boîte et puis on voit soit un cadeau, soit un message, soit un dessin, une attention. Donc ça ramène de l'amour et ils sont en train de créer d'autres objets, une autre vision pour amener un peu de l'amour dans les ménages à travers le numérique et une présence avec un bel objet qui nous change de nos smartphones. Et voilà, je le pitch tellement moins bien que lui parce que voilà. Non, mais vous regardez Lovebox, moi je l'ouvre alors là, mais j'adore. En fait, c'est super. Et faut faire ça pour moi, ma martingale, c'est ça, c'est investir avec passion dans des entrepreneurs qui sont passionnés parce que ça nous apporte plus que de la richesse pécuniaire, mais aussi de la richesse personnelle, ça fait évoluer le monde. Si ça a rendu, tu sais, allez, je vais prendre un tout petit peu de temps, mais au moment où sortira cet épisode, je pense que je serai sorti de mon premier investissement, peut-être pas sûr encore, mais de mon tout premier investissement que j'ai fait en 2007. Et après, j'en ai pas fait pendant peut-être 10 ans ou un truc comme ça. J'exagère à peine, mais mon premier investissement en start-up, tu vois. Facebook. Et non, je pense que le rendement sera à peu près moins bon qu'un PEA ou à peu près similaire. En tout cas, donc c'est pas l'investissement de ma vie, mais c'est une boîte qui est dans les pour l'univers associatif pour la récolte d'argent. Aider les assos, les fondations, etc. à récolter plus facilement, mieux. À l'époque, tu récoltais par chèque avec des courriers et tout, c'était un enfer. Et quand t'allais voir les clients, j'avais fait quelques rendez-vous avec eux au début, ils disaient les assos, non mais ça les gens peuvent pas payer en ligne, c'est pas possible, on est trop habitués. C'était une sorte de résistance de ouf. Et puis voilà, et puis là, je suis presque 15 ans après, et la boîte, elle va être vendue. Et en fait, je veux dire, la plus grande fierté là-dedans, c'est d'avoir changé le monde, en fait, quoi. Tu vois ? J'ai changé le monde. C'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai participé à ce truc. Tu vois, et c'est ce truc de Lovebox. Quand bien même ça aurait pas marché, t'aurais eu 10 000, 100 000 grands-parents qui auraient reçu des messages d'amour grâce à ton petit financement qui aurait fait ça. Bah oui, c'est mieux de récupérer le double de ce que t'as mis, c'est plus cool. Mais si déjà juste t'as participé à faire cette aventure et rendre des gens un peu heureux et leur envoyer du bonheur, bah c'est encore mieux, quoi. Donc je suis d'accord. J'adore ta martingale. Elle est validée par la valide. Merci Adrien. On te suit sur LinkedIn, Adrien Chaltiel, CHALTIEL. Voilà, exactement. Faut pas avoir peur d'être spammé sur LinkedIn parce que je suis un très fervent je suis un influenceur LinkedIn, on va dire. Mais j'adore LinkedIn parce qu'on partage beaucoup d'actualités sur ces Tu me laisserais ton mail là ou pas? Ouais, adrien@eldorado.co. Alors moi, j'ai la particularité de répondre à tout personnellement. C'est moi qui Vous êtes relou à dire ça. Si moi je réponds à rien. Tout sur LinkedIn et sur Gmail et j'offre le café
à celui qui prouve l'inverse. Donc, bah voilà, si vous voulez faire un petit tour à Station F gratuit, faites-lui prouver l'inverse. plaisir. Envoyez-lui 4 messages par jour, peut-être qu'à un moment il répondra plus. Merci Adrien Chaltiel. Merci, Allez sur Eldorado. Tu peux pas me donner de code promo, hein, parce qu'il n'y a pas... Si, on pourra en donner un. Alors, je l'ai pas par... mais on peut... Martingale, la Martingale. On va créer la Martingale. On mettra ce que tu m'offres là-dessus pour mes collaborateurs. Donc, aussi mes collaborateurs et nos auditeurs qu'on aime et qu'on embrasse. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Et puis, à la semaine prochaine sur la Martingale. C'est cool, hein, ce podcast. On se marre bien. On a des super Martingales. On adore. Salut. Ciao. À plus. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.